Situation plus que préoccupante au nord du Mali, c'est le constat fait aujourd'hui par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni après une nouvelle attaque hier soir contre le camp de la MINUSMA à Kidal. Le président kenyan présent aujourd'hui devant la CPI, Uhuru Kenyatta, premier président en exercice à comparaître devant une telle juridiction, est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales 2007-2008 ayant fait plus de 1000 morts. Une nouvelle réforme au niveau du lycée, fini le bac sur le seul programme de la terminale. Désormais, les candidats auront à le préparer sur les 3 années du lycée. Nous sommes mercredi 8 octobre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation le décès hier mardi 7 octobre 2014 d'un soldat sénégalais de la MINUSMA à la suite d'une attaque au tir de roquettes dirigée contre le camp des forces onusiennes à Kidal. Cette attaque qui intervient le jour de la cérémonie de levée de corps de 9 soldats nigériens de la MINUSMA en présence du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, est un acte de provocation perpétré par des terroristes visant à s'aimer la peur et les désordres dans les rangs de la MINUSMA. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement ces attaques criminelles et barbares dont la recrudescence ces dernières semaines est sans aucun doute liée à l'avancement des négociations à Alger devant aboutir à un accord de paix définitif et global. Le gouvernement du Mali présente ses sincères condoléances à la famille du soldat disparu, au gouvernement et au peuple sénégalais ainsi qu'à la MINUSMA et formule ses vœux de prompt rétablissement aux soldats blessés. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa profonde reconnaissance à la communauté internationale, singulièrement la MINUSMA, pour le soutien sans faille à la stabilisation de notre pays et renouvelle son ferme engagement à tout mettre en œuvre pour que ces actes criminels ne restent pas impunis. Au lendemain donc de cette nouvelle attaque meurtrière à Kidal, le Conseil de sécurité des Nations Unies, je vous le disais dans les titres, s'est réuni aujourd'hui à New York pour évoquer la situation sécuritaire au nord de notre pays à travers le rapport du secrétaire général de l'institution onusienne. Le constat qui s'impose de l'avis même des responsables des Nations Unies, c'est que la situation est préoccupante, ce qui fera dire au chef de la diplomatie malienne que le Conseil de sécurité devrait envisager la mise en place d'une force d'intervention rapide à l'image de ce qui était fait en République démocratique du Congo. Abdoulaye Diop et Hervé Latsou, qui intervenaient depuis Bamako, ont aussi évoqué les pourparlers d'Alger avec un accent sur la non-acceptation de toute idée de fédéralisme. Le compte rendu de Salif Sanogo depuis Washington. Nous ne sommes plus dans un environnement de maintien de la paix et les groupes armés doivent respecter leurs engagements. Ces propos de Hervé Latsou en disent long sur la situation sécuritaire dans les régions du Nord où les attaques terroristes se succèdent. Ainsi, pour le chef des opérations de maintien des Nations Unies, en l'espace d'un an, ce sont 31 casques bleus qui ont perdu la vie et 66 autres blessés. À ses yeux, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette recrudescence de la violence, notamment la réduction du nombre de forces françaises sur le terrain, ainsi que l'absence des forces armées maliennes dans la zone de Kidal. À sa suite, le chef de la diplomatie malienne a jugé qu'il est temps que la communauté internationale puisse envoyer un signal fort aux groupes terroristes. Pour Abdoulaye Diop, le Conseil de sécurité devrait pouvoir envisager, dans les meilleurs délais possibles, la révision du mandat de la MINUSMA et le renforcement de ses capacités et de ses moyens. Il a estimé que le Conseil devrait envisager la mise en place d'une force d'intervention rapide capable de lutter efficacement contre les éléments terroristes. Tout comme Hervé Latsou, Abdoulaye Diop a estimé que les mouvements armés doivent respecter l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014, se démarquer des groupes terroristes et narcotrafiquants et reprendre le processus de cantonnement de leurs unités dans les plus brefs délais. Cela
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'accord préliminaire de Ouagadougou. À l'heure actuelle, ce sont un peu plus de 71% des effectifs de la MINUSMA qui sont opérationnels. Ici à Bamako, le président de la République a successivement reçu en audience le premier vice-président du Parlement panafricain, l'expert indépendant des Nations Unies, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali. Il a été respectivement question de la situation sécuritaire et celle relative à l'indemnisation des victimes de récents événements et à la réhabilitation des centres de détention. Le chef de l'État a été invité à prendre part aux prochaines assises du Parlement de l'Union africaine prévues dans une semaine. Les détails sur ces deux audiences avec Ramata Konati. Roger Kondo Dang est porteur d'un message du Parlement panafricain. Entendez là l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Le député d'origine camerounaise est venu livrer au président Ibrahim Boubacar Keïta un message à double caractère. Le président de la République du Mali, c'est un ancien membre du Parlement panafricain. Et je suis venu le convier pour les assises du Parlement. Le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine qui vient d'avoir des pouvoirs législatifs. Ce qui était d'ailleurs le souhait et le vœu de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, du temps où il fut membre de ce Parlement. En tant qu'ancien membre qui a beaucoup œuvré pour l'avenir du Parlement, le Parlement serait très heureux, dans l'une de ces sessions, de le recevoir comme invité d'honneur. Au nom du Parlement panafricain, nous tenons à le féliciter et lui apporter tout notre soutien pour les efforts de paix qu'il est en train d'engager pour pacifier le Mali. L'hôte du jour a profité de cette rencontre pour appeler les Maliens et leurs amis à l'union sacrée contre le terrorisme. C'est un combat qui demande que toutes les forces vives du Mali se regroupent autour de lui, parce que ce n'est pas un combat individuel. Et même la communauté internationale doit de plus en plus se sentir interpellée sur ce qui se passe au nord du Mali, dont les effets collatéraux se font déjà sentir dans tout le continent africain et même dans le monde. Je lance un appel à tous les Maliens. Peut-être on peut ne pas s'aimer, mais lorsqu'on a un ennemi commun, nous devons tous regarder dans la même direction, unir pour l'unique combat, celui de venir à bout du djihadisme qui menace la paix dans le monde. A précisé que le Parlement panafricain se fixe plusieurs objectifs, dont le renforcement de la solidarité continentale, la promotion de la paix et celle des principes des droits de l'homme. Ce dernier thème est justement le sujet de la seconde audience. On voit qu'il y a un effort énorme pour réformer les organes de sécurité, pour réformer le secteur de la justice, pour réformer les institutions de l'État, pour faire de sorte qu'il n'y a plus de violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu dans le passé récent au Mali. Nous nous réjouissons de ces efforts, de ces investissements dans le domaine de la justice, dans la protection des droits humains. Avec Monsieur le Président, nous avons exprimé deux souhaits. D'abord, que les droits de victimes des violations massives qui ont eu lieu dans le nord du Mali lors du conflit de 2012 et les mois qui ont suivi soient pris vraiment comme prioritaires. Et il faut donc penser à des mesures qui sont d'ordre non judiciaire comme la compensation matérielle, les réparations, les services sociaux pour les victimes pour qu'ils vraiment soient en mesure de rattraper le retard dans l'éducation de leurs enfants. Et pour nous, c'est un aspect important de la question de justice et je viens d'exprimer ce souhait. Monsieur le Président de la République en a bien pris note et il était entièrement d'accord que tout cela doit être vraiment traité avec priorité. Souleymane Baldo, l'expert d'origine soudanaise, est convaincu que la compensation des victimes de récents événements et la réhabilitation des centres de détention vont contribuer au respect des droits de l'homme au Mali. Autre endroit, autre audience, le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation de l'Union parlementaire de la conférence islamique UPCI. Il était question du report et de la délocalisation de la conférence de l'OCI du Mali en Turquie pour janvier 2015. Quant au vice-président du Parlement panafricain qu'on vient de voir, qu'il a été reçu par le président de la République, il est porteur des messages. Au cours de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale,
nationale, ils ont abordé des sujets qui préoccupent et le Mali et le Cameroun, notamment la menace terroriste. Boubacar Sissoko. Le vice-président du Parlement africain a échangé avec le président de l'Assemblée nationale du Mali sur le fonctionnement du Parlement panafricain. Les deux personnalités ont également abordé des sujets qui préoccupent le Mali et le Cameroun. Il s'agit de la menace terroriste. On a échangé sur l'avenir du Parlement et également j'étais porteur d'un pli fermé. On a des sujets communs d'intérêt, notamment la menace djihadiste, la criminalité transfrontalière qui mine nos deux pays aujourd'hui. Vous savez que le Cameroun subit les effets collatéraux de la secte Boko Haram et également ici le Mali dont la grande partie du territoire a été occupée par les djihadistes. Donc c'est des sujets qui intéressent les deux pays et vous savez que sans la paix, rien ne peut être fait. Quant à la délégation de l'Union parlementaire de la conférence islamique UPCI, elle était venue informer le président de l'Assemblée nationale du report et de la délocalisation de la conférence de l'organisation islamique. Cette conférence était prévue au Mali en janvier 2015. Ce report est dû à l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit dans la sous-région ouest africaine. Je dois remercier et informer le peuple malien des efforts déployés par la République du Mali, le gouvernement et le Parlement du Mali pour aider et coopérer avec lui. Afin de mieux partager les informations sur les raisons du report et de la délocalisation de la conférence de l'organisation islamique en Turquie en janvier 2015, la délégation a travaillé avec la commission d'organisation. Il y a une certaine réticence au niveau de certains parlements d'effectuer le déplacement pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Et vu également que certains pays ont même interdit à leurs ressortissants de venir en Afrique de l'Ouest, nous avons jugé utile, à travers le président de l'Assemblée, d'accepter, s'il faut dire, le report de l'événement. En fin des travaux, les membres de la délégation de l'UPCI ont rassuré que le Mali abritera l'édition de 2016, Inch'Allah. Restons toujours au Parlement du Mali pour dire que le vice-président de la Commission Finances, Budget et Comptabilité du Tchad a eu une séance de travail avec la Commission Finances de l'Assemblée nationale. L'expérience malienne en la matière peut s'exporter, a estimé Tcharimadi Maïna, le vice-président de la Commission Finances du Tchad. Il est au micro de Boubacar Sissoko. Notre discussion porte sur l'analyse et l'évaluation de la loi des finances. Vous savez, c'est une mission d'imprégnation que nous avons voulu effectuer auprès de la Commission des finances du Mali. Et ça fait partie de la coopération interparlementaire. Lors de l'exposé présenté par nos collègues maliens, surtout en matière d'analyse du budget, nous avons été totalement émerveillés parce qu'il y a une cellule qu'on appelle l'UNASEM qui appuie fortement la Commission des finances de l'Assemblée du Mali. Et cette cellule est en train de faire un travail exceptionnel. Et je crois que cette expérience sera transportée auprès de l'Assemblée nationale du Tchad. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali a conduit du 30 septembre au 3 octobre dernier une délégation de parlementaires à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Guibafori Soro, a aussi accordé une audience à la délégation malienne. Les sujets évoqués lors de cette audience ont porté entre autres sur la crise que traverse notre pays, la coopération bilatérale entre nos deux pays. À cette cérémonie, l'Assemblée nationale du Mali était le seul parlement étranger invité. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Il est au micro de Agibou Koulibaly. Ce que vous êtes en train de réaliser ici ensemble, faire de votre pays un pays école pour tous. Singulièrement pour les pays qui ont connu des crises ayant sapé le fondement même de leur nation. Les avancées remarquables pour nous sortir des crises dans nos pays ont été possibles grâce à la solidarité sous-régionale et internationale dont le Mali a bénéficié dans cette phase critique de son histoire. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à tous les amis du Mali qui ont rendu cela possible. Au niveau de cette tribune, nous le proclamons à haute et intelligible voix, la représentation nationale du Mali réaffirme son attachement au dialogue, à la concertation pour la résolution de la situation qui prévaut dans les régions du nord de notre pays. Nous disons notre regret
également la stigmatisation, l'amalgame, le manque de discernement entre les terroristes et ceux qui sont les fils du Mali et fiers de l'être. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Moussa Mara, lui regagné Bamako hier soir en provenance de Paris. Moussa Mara prenait part au 14e Forum économique mondial sur l'Afrique à l'OCDE. En marge de cette rencontre, le Premier ministre était invité à l'Assemblée nationale française. Moussa Mara a informé les députés, ambassadeurs et maliens de la diaspora de la situation en cours dans notre pays, notamment la politique générale du gouvernement, les pourparlers d'Alger et la volonté du président de la République à tout faire pour sortir le pays de cette impasse. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Aliou Touré. Nous sommes un pays où l'arabe est avec le bambara, le tamashek est avec le malinké, le chrétien avec le musulman, sans aucune forme de procès. Il n'y a pas de distinction entre les Maliens. Ça, c'est la force principale du Mali et c'est ce qui nous particularise. Donc, toute notre action accompagnant le chef de l'État, c'est justement d'arriver à sortir le pays de ces affres que nous avons connus ces dernières années avec l'exacerbation de la crise les 3 dernières années, mais depuis une cinquantaine d'années, nous avons ces difficultés. Et d'en sortir de manière à ce que nous ne puissions plus revivre. C'est une œuvre colossale, c'est une mission gigantesque, c'est une mission historique. Et le chef de l'État qui a eu à exercer de hautes responsabilités ces 20 dernières années dans notre pays en a conscience. Il a été choisi par les Maliens l'année dernière avec une majorité plus que confortable. Il est arrivé à transformer cette majorité par une majorité parlementaire encore confortable. Et donc, ayant en main l'essentiel des leviers du pouvoir, il s'est attelé depuis une année et quelques, à travailler dans différentes directions pour que on puisse arriver à cet objectif. J'insiste vraiment dessus. L'objectif majeur du président Ibrahim Boubacar Keïta, que nous mettons en musique, c'est de maintenir la nation malienne unie dans sa diversité. L'actualité hors de nos frontières, le président kenyan Uhuru Kenyatta était ce matin devant la CPI. Le président est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales ayant déchiré son pays, le Kenya, fin 2007 et 2008, faisant plus de 1000 morts. On rappelle qu'il est le premier président en exercice à comparaître devant une telle juridiction. Des dizaines de partisans de M. Kenyatta, dont des députés et membres du gouvernement, était venu l'assister à l'audience. Le président Uhuru Kenyatta s'est présenté ce matin devant la Cour pénale internationale de La Haye, entouré d'une cinquantaine de supporters. Accusé de crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2007-2008, il est le premier chef d'État à comparaître en cours de mandat devant cette juridiction internationale. Une audience cruciale car la Cour doit décider si elle accepte un report sans date de la procédure ou un abandon des poursuites. Dans la salle, Uhuru Kenyatta reste silencieux. Son avocat annonce que c'est lui qui répondra aux questions à sa place. En face, Fatou Bensouda, la procureure. Elle accuse le Kenya de ne pas coopérer avec la justice internationale. Une obstruction qui serait désastreuse si elle conduisait à un abandon des poursuites, selon son représentant. Mais pour l'avocat de la défense, s'il n'y a pas de preuves maintenant, il n'y en aura pas plus tard. Le procès a échoué et il a échoué dans la mesure où il n'y a pas de perspective d'aller plus loin. Si la procureure n'intervient pas, vous mettez fin à la procédure. La procureure n'apportera pas d'autres preuves. Au Kenya, de nombreuses victimes des violences de 2007-2008 vivent toujours dans des camps de déplacés. Elles considéreraient comme un outrage l'abandon des poursuites. Si le procès de la CPI échoue, nous mettrons le feu à ce pays. Cela voudra dire que l'impunité a gagné. Un report sans date de la procédure permettrait au contraire d'attendre que le gouvernement kényan coopère, y compris jusqu'à la fin du mandat d'Uhuru Kenyatta. Le président est sorti confiant à la mi-journée de la salle d'audience, acclamé par ses supporters.
Voyons le reste de l'actualité à travers le monde. À pas de course, la fièvre à virus Ebola qui fait des vagues en Europe, plus précisément en Espagne. Le chef du gouvernement espagnol appelle au calme après la contamination par Ebola d'une aide-soignante à Madrid. Mariano Rajoy promet au Congrès une enquête pour déterminer comment la contagion s'est produite. L'opposition dénonce, elle, les coupes budgétaires en matière de santé publique. Il faut plus de médecins et plus de moyens, exigent aussi ces manifestants devant le ministère de la Santé. La polémique enfle sur les dysfonctionnements du système hospitalier, l'aide-soignante ayant contracté le virus sans le savoir en soignant des missionnaires atteints par Ebola. 6 personnes sont aujourd'hui hospitalisées et une cinquantaine d'autres sous surveillance. Tension à la frontière israélo-libanaise, un engin explosif a blessé légèrement mardi 2 soldats israéliens. Riposte de l'armée qui a aussitôt bombardé les positions du Hezbollah au Liban, accusant la milice chiite et le gouvernement libanais d'atteinte à la souveraineté d'Israël. Le Hezbollah a revendiqué l'attaque dans la foulée. Déjà dimanche, des incidents avaient opposé soldats israéliens et libanais. Des corps toujours piégés sous la cendre du volcan japonais Ontake. Plus d'une semaine après sa brutale éruption, le bilan provisoire est de 53 morts. 2 nouveaux cadavres ont été retrouvés ce mardi au sommet du cratère. La météo très capricieuse complique la tâche des secouristes, toujours à la recherche de 12 disparus. C'est la pire catastrophe volcanique survenue au Japon depuis la fin de la dernière guerre. C'est un diamant rose qui fait battre les cœurs et flamber les portefeuilles. 8,41 carats, éclat et pureté exceptionnelle. Une pierre très rare, vendue 14 millions d'euros aux enchères à Hong Kong. Un prix record pour ce diamant couleur fancy vivide, le rose le plus intense au monde. Il vient de la mine d'Argyle en Australie, l'unique gisement de diamants roses. Difficile de savoir à qui cette bague extraordinaire est destinée, l'acheteur étant resté anonyme. Nous retrouvons l'actualité nationale. La ville de Fana a vécu ces quelques jours une série de violences. Des émeutes sont intervenues après la libération par les forces de l'ordre sur instruction du juge de la localité d'un voleur de bovins pris en flagrant délit. Pour apaiser les tensions entre les manifestants et les autorités locales, le ministre de la Justice s'est rendu dans cette ville située à 120 km de Bamako dans la région de Koulikoro. La rencontre s'est tenue dans la salle de délibération du palais de justice. Envoyé spécial à Fana, Fademba Keita et Djelimakan Djabate. Le pare-brise de la gendarmerie brisé, des manifestants grièvement blessés, ce sont là les conséquences des émeutes survenues ces quelques jours à Fana. Cette riposte de la population est contre l'appareil judiciaire local accusé de partialité dans ses décisions. Le déplacement du ministre de la Justice avait pour but d'apaiser les esprits et d'inviter les autorités locales à travailler dans les règles de l'art. Les citoyennes et les citoyens de Fana ont manifesté leur désaccord avec une décision qui a été prise par le juge. Un bœuf a été volé, le bœuf a été retrouvé, égorgé, mais la tête, les pieds, la peau, tout indiquait que c'est le bœuf volé. Et celui entre les mains desquels ce bétail volé a été retrouvé avait été appréhendé par la gendarmerie, placé en garde à vue. La veille de la fête, instruction a été donnée à la gendarmerie de mettre fin à la garde à vue et de le laisser aller chez lui. À Fana, les citoyennes et les citoyens ont enregistré le vol de 326 bétails en une année. Les services judiciaires sont là, la gendarmerie est là. La petite qui a été violée, les certificats médicaux l'attestent. Je n'ai pas compris moi-même pourquoi les auteurs de ce crime odieux ont pu être libérés. On maltraite le dossier au lieu de le traiter. Donc il faut traiter les dossiers avec le respect que la loi veut et dans le respect de la loi. Parce qu'il est le premier garant de l'ordre public, le premier garant, l'ultime garant dans sa circonscription. Le même comportement à l'égard des représentants de l'État a été demandé aux manifestants. J'ai dit aux citoyens que ceux qui incarnent l'État, qu'il s'agisse de l'administration en général, les préfets, les sous-préfets, les forces de l'ordre et de tous les représentants de l'État, évidemment ils méritent le respect parce qu'ils incarnent l'État. La rencontre a enregistré la présence de 2 syndicats. Le syndicat autonome de la magistrature SAM
et le syndicat libre de la magistrature Silima. Le délégué de l'association des jeunes magistrats du Mali faisait aussi partie de la délégation ministérielle. Ils sont venus apprécier les faits et proposer des conduites à tenir pour éviter le pire dans un pays qui n'en a plus besoin. Mois de la solidarité avec cette expérience inédite des caisses de solidarité en faveur des enfants vulnérables. L'opération a été lancée au démarrage de la deuxième semaine du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Ces caisses seront installées dans les structures publiques et privées de Bamako. Aïssata Ibrahim Meiga est allé voir. Une caisse sociale au profit des enfants vulnérables, c'est la toute nouvelle astuce des autorités dans leur politique de soutien aux enfants en situation difficile. L'opération de collecte de fonds a été lancée ce 8 octobre en même temps que la deuxième semaine du mois de la solidarité dédiée d'ailleurs à la femme et à l'enfant. Malgré les politiques volontaristes des dernières années, les dispositions législatives et réglementaires et malgré les actions de réalisation majeures entreprises par l'État et les partenaires techniques et financiers, la situation des enfants au Mali reste encore préoccupante. Leur prise en charge demande l'implication de tous et de toutes. Le lancement des caisses de solidarité entre dans le cadre du renforcement de la solidarité, qui doit être un acte de tous les jours, à tout moment et partout où l'on se trouve. Ce projet vise l'implication de toutes les couches sociales dans la mobilisation de fonds. En tête de l'initiative, la première dame, marraine de la semaine. La solidarité, elle a déjà un visage féminin. Quand on parle de solidarité, on pense d'abord à la femme en tant que mère de famille. Mais en sens élargi, la solidarité implique chacun de nous. Et aujourd'hui, matérialiser des caisses qui peuvent nous accorder le moyen d'exprimer notre solidarité. Je dis une solidarité vraie, une solidarité qui fait agir le cœur de chacun de nous, de chaque Malien, en faveur des enfants démunis. C'est une initiative heureuse à saluer. Et en ce qui concerne la première dame, je peux affirmer ici qu'elle va s'impliquer personnellement afin que ces caisses puissent être remplies et que le fruit de toutes ces sommes récoltées puisse servir et servir vraiment pour l'amélioration des conditions de vie des enfants démunis au Mali. Les caisses sociales seront installées dans les structures publiques et privées et autres lieux de concentration humaine. Les fonds collectés seront rendus publics le 16 juin 2015, journée africaine de l'enfant. La cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère en charge de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord a fait un don aux enfants infectés ou affectés par le VIH-Sida. Ce don est composé de vivres, de produits de première nécessité, entre autres. Pour la coordinatrice de la cellule de VIH-Sida du ministère en charge de la solidarité, Kouyaté Fatoumata Kamisoko, qu'on voit sur ces images, cette donation entre dans le cadre de la 20e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le thème retenu, on le rappelle, la solidarité pour la résilience de toutes les couches vulnérables du pays. La présidente du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, Oumou Diarra, a, au nom des bénéficiaires, remercié les donateurs. La Direction nationale de la protection de la femme a organisé un débat intergénérationnel. C'était au centre Awa Keita. Le thème retenu est promouvoir la culture de l'excellence au féminin, stratégie pour une émergence des femmes du Mali. L'objectif de cette rencontre, c'est d'informer les leaders d'associations et groupements de femmes, de jeunes et les autorités politiques sur les enjeux de l'implication et de la participation effective des femmes au développement du Mali. Cérémonie suivie par Inaba. Au Mali, selon le dernier recensement de 2009, les femmes représentent 52% de la population. Malgré cela, elles sont sous-représentées dans les instances de prise de décision. Pour la direction de la promotion de la femme, cette faible représentativité des femmes constitue donc un dysfonctionnement pour toute véritable démocratie et interpelle à la fois le gouvernement, la société civile, les partis politiques et les partenaires techniques et financiers. Nous voulons maintenant qu'on perçoive les niveaux qu'on va atteindre
Donc il est temps de mettre l'accent sur cela pour accompagner les femmes à émerger. Donc en renforçant leurs capacités, aussi en les équipant, en améliorant leur cadre de vie et leurs conditions de travail. Selon le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le thème « Promouvoir la culture de l'excellence au féminin » revêt une importance capitale. Il s'agit là de mettre l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités des femmes à participer aux initiatives de développement. Il est impératif de renforcer la capacité organisationnelle des femmes en appuyant la mise en place des groupes professionnels bien structurés et compétents afin de promouvoir des entreprises féminines spécialisées. Aucun pays ne saurait se développer sans la participation effective de toutes les composantes de sa société. Pour rappel, sur 147 députés à l'Assemblée nationale, il y a 17 femmes. Et sur 703 maires, il n'y a que 8 femmes. Le comité de suivi de la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Afrique du Sud se tient à Bamako. Pendant 2 jours, les participants à cette rencontre vont évaluer les avancées, noter les insuffisances, afin de donner un souffle nouveau à la coopération entre le Mali et l'Afrique du Sud. Traoré, compte rendu. Experts maliens et sud-africains doivent mettre à profit ces travaux de 2 jours pour faire un bilan d'étape des recommandations de la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Afrique du Sud tenue à Pretoria en novembre 2011. Nous avons donc formulé des recommandations en novembre 2011. Il s'agira de passer en revue ces recommandations, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, voir les difficultés qu'on a rencontrées lors de l'exécution de ces recommandations en vue de s'améliorer d'ici la tenue de la 4e session. La rencontre doit permettre de hisser le niveau de la coopération à hauteur des relations entre nos 2 pays. Je voudrais inviter les experts de nos 2 pays à se pencher sur les goulots d'étranglement entravant la mise en œuvre des recommandations dans les différents domaines suscités, notamment le commerce et l'industrie, la culture et l'artisanat, le tourisme, la migration numérique ou encore l'environnement. J'exhorte donc les experts de nos 2 pays à travailler comme à l'accoutumée, dans un esprit fraternel et amical, mais sans complaisance. Rappelons que la coopération entre le Mali et l'Afrique du Sud embrasse plusieurs autres domaines. Il s'agit notamment de la défense, des transports, du développement rural. Les négociateurs du SILS pour l'élaboration d'une stratégie pour la conférence de Lima au Pérou sont à Bamako pour 3 jours. Le SILS, c'est le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Et ces négociateurs ouest-africains sur le climat vont en commun échanger sur les aléas climatiques de la région pour le renforcement des interventions dans la lutte contre la sécheresse au Sahel. Mariam Sagara était présente. Les négociateurs des pays membres du SILS et de la CEDEAO vont accorder leur violon pour donner un ton commun pour la 20e conférence de Lima au Pérou en décembre prochain. La conférence des parties de Lima de décembre 2014 permettra de progresser sur des questions primordiales pour le développement de l'Afrique, notamment la mobilisation de moyens plus importants pour l'agriculture africaine, l'accès au marché carbone et aux technologies développées par les pays avancés, les réparations par les pays du Nord des pertes et dommages liés au changement climatique dans les pays du Sud et devra aboutir sur des résultats concrets pour la COP21 à Paris pour limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement du globe. Cette conférence doit déboucher sur des résultats concrets pour la conférence des parties en 2015 à Paris. L'accord 2015 et les ambitions pré-2020 sur le climat sont d'une importance capitale pour l'Afrique et plus particulièrement notre sous-région dont la croissance économique et le développement durable sont fortement menacés par la variabilité et le changement climatique. Ces échanges porteront entre autres sur le bilan des négociations climatiques globales de Copenhague à Lima, sur la défense des positions ouest-africaines et sur les rapports de force géopolitiques.
Le projet de document sur la politique nationale de développement et de promotion du sport vient d'être remis au ministre des Sports. La pratique sportive, sa gestion brève, toutes les questions liées au sport ont été touchées par le comité des experts. Le document va être présenté en Conseil des ministres avant d'être présenté à l'Assemblée nationale pour adoption. Abdul Karim Kaba, compte rendu. La mise en place d'un fonds national de développement qui intègre également le programme de soutien aux anciennes gloires, la création de l'office de gestion des infrastructures sportives et l'institution de l'ordre de mérite sportif. Bref, le projet de document pour le développement et la promotion du sport a touché à tout. Le dit document a été remis ce mercredi au ministre des Sports pour présentation en Conseil des ministres. Le document est le travail de tout le monde sportif, des anciens ministres du département des sports, au président des associations sportives en passant par le mois sportif. Il s'agit de la politique nationale de développement et de promotion des sports, de l'analyse de la situation, l'ADS, et enfin faire le plan d'action. Comment réaliser cette politique? Je salue surtout le consensus qui a prévalu pour donner un contenu à cette politique nationale chère au gouvernement Mara, parce que ayant été décliné dans la déclaration de politique générale. Je pense que c'est des chantiers importants qui vont permettre en tout cas à notre sport national de prendre un nouveau virage. Et aussi les rapports entre le département et les différentes fédérations sportives est bien défini dans ce document et accepté par tous. Une grande première pour le Mali. L'adoption de la loi sur le sport n'est plus qu'une question de temps. Une deuxième réforme des programmes du lycée touchant le baccalauréat va entrer en vigueur cette année et cette réforme vise à diversifier les filières et séries et bouleverser les approches pédagogiques. Et désormais, les candidats au baccalauréat vont devoir préparer l'examen non pas uniquement sur les programmes des classes de terminale, mais sur les 3 années du lycée qui forment un bloc unique. Lamine Tchekoura Koulibaly a épluché le dossier pour nous. Le Forum national sur l'éducation, tenu en 2008, l'a recommandé et le gouvernement est en train de la mettre en œuvre. La réforme du lycée, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a pour objectif de mieux préparer les élèves de l'enseignement secondaire général aux études supérieures et à s'insérer dans la vie active. Les sections classiques, sciences humaines, lettres, littérature, sciences bio et sciences exactes ont été supprimées. Maintenant, il y a une plus grande diversification des séries et filières qui sont adaptées aux grandes évolutions dans le monde. Les apprentissages sont axés sur l'approche par compétences, l'APC, qui est aussi une tendance mondiale. Je trouve l'approche par compétences vraiment une application très bonne parce que ça permet à l'élève d'être artisan de sa formation et il est assisté par les professeurs. C'est à nous-mêmes de chercher. Et on devient maintenant les détenteurs même de nos propres savoirs. L'État devrait se donner le moyen d'accompagner sa réforme. Au tout début, on a eu excessivement de problèmes. Des problèmes didactiques, des problèmes de formation, des problèmes d'effectifs. Mais en ce qui me concerne personnellement, qui est ma spécialité en allemand, nous, on dit qu'on était presque prêts parce que déjà les documents que nous avions eu de la part de l'ambassade d'Allemagne, c'était des documents conçus pour l'APC. La réforme du lycée a démarré à partir de la rentrée scolaire 2011-2012. La première promotion a donc passé le bac l'année dernière. Quand nous regardons les résultats, en 2012, on avait 12 et quelques pourcents, en 2013, on avait 13 et quelques pourcents, et actuellement, nous avons 16,24% la première année de notre réforme. La nouvelle approche bouleverse les habitudes. Les candidats au baccalauréat doivent alors s'habituer à ces exigences. Il est intéressant que les uns et les autres sachent que l'enseignement secondaire général est un bloc de 3 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, après les examens, vous entendez les gens dire que les sujets n'ont pas porté sur le programme de terminale seulement, il y a ceci, il y a cela. Or, le bloc
de 3 ans, c'est-à-dire la 10e, la 11e et la terminale. En plus de ceci, nous sommes en train de développer des compétences. Et c'est les mêmes compétences quand on va de la 10e à la terminale. C'est les mêmes compétences qu'on développe. Autrement dit, quand on fait l'évaluation sommative bilan, qui est le baccalauréat, c'est des épreuves qui portent sur l'ensemble du cycle. Il ne faut pas que les gens s'attendent que les épreuves passent uniquement sur le programme de terminale. Parce que vous avez commencé à développer les compétences depuis la 10e, c'est les mêmes compétences en 11e, c'est les mêmes compétences en terminale. Il n'y a pas lieu de paniquer cependant. Dans le temps, le bac était ainsi organisé. Il suffit d'être méthodique et assidu au travail. Dans le même chapitre, dans le cadre de la rentrée scolaire 2014-2015, le gouverneur de la région de Gao a visité certaines écoles de la ville de Gao pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée. Constat positif, car malgré les difficultés liées au nombre pléthorique des élèves dans les classes, au manque d'enseignement et de matériel, les acteurs scolaires sont décidés à relever les défis. Daouda Zouana Traoré. Le gouverneur et sa forte délégation ont constaté l'effectivité de la rentrée scolaire 2014-2015 après leur visite effectuée dans certaines écoles de la cité des Askia. Nous avons fait le tour des écoles de la ville et nous avons constaté l'effectivité de l'ouverture à Gao. Les écoles sont ouvertes, les maîtres sont en place, les élèves sont en classe. Le respect des consignes a incité chaque établissement à commencer par la leçon modèle sur le phénomène Ebola. Une maladie certes loin de nous, mais qui a déjà fait plusieurs morts à travers le monde. Le gouverneur et sa délégation ont suivi le démarrage du premier cours à l'Institut de formation des maîtres de Gao. Elle a commencé dès ce matin et conformément aux instructions officielles, c'est la leçon modèle que nous sommes en train de passer actuellement avec l'ensemble des élèves maîtres. Au groupe scolaire de Sosokoira et au lycée Yanamaïga, même satisfaction en ce qui concerne la présence des enseignants et des élèves en grand nombre. Cette année, nous avons toutes les dotations en cahier, en bic, en craie. Donc nous saluons vraiment l'effort que l'État malien est en train de déployer dans ce sens-là. Mais le manque de classes et de matériel de travail restent les problèmes majeurs. Les difficultés, ça, il ne manque pas. C'est surtout le problème de salle de classe. Il y a tellement d'élèves. Pour 6 classes, 1372 élèves. Autre difficulté, c'est surtout l'insécurité à Ménaka, où peu d'écoles sont fonctionnelles. Il y a des problèmes d'insécurité résiduelle, notamment dans certaines localités. C'est le cas de Ménaka, par exemple. Et là, dans toutes les communes, on a dénombré 11 communes sur les 24 où il y a des problèmes d'insécurité résiduelle. Je profite de la même occasion à faire un cri de cœur aux bailleurs de fonds et au gouvernement. Qu'aujourd'hui, avec la situation à Gao, il faudra dans les écoles beaucoup plus de classes. À Gao, chacun des acteurs promet de s'investir pour relever les défis qui s'imposent à l'école malienne. Avant de refermer ce journal, c'est quelques communiqués. Dans le cadre des concertations sur le projet de loi portant un statut particulier du district de Bamako, le ministre de la décentralisation et de la ville convie les partis politiques à une rencontre d'échange le samedi 11 octobre à 9h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Chaque parti politique est invité à prendre part à la dite rencontre à travers un représentant dûment mandaté. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique pour l'élection des députés à Yorosso, scrutin du 2 novembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État convie en réunion les candidats en lice ou leurs représentants, les représentants du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de la CENI, jeudi 9 octobre, demain jeudi 9 octobre à 11h au siège de l'organe route de Koulouba. Ordre du jour, tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne. À suivre l'intégralité de l'intervention du Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient de séjourner en France, à Paris, où il a pris la parole à l'Assemblée française. Intervention donc à suivre juste après ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, Amadou Sankaré, 10h-13h, Inch'Allah, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.